Vos réponses nous permettra d'évoluer et d'améliorer notre contenu. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le contexte et l'état des lieux de la ressource en eau en Pays de la Loire. Un témoignage d'entreprise présenté par M. Laurent Amion de Fleury-Michon. Et Madame Lucille Rosnet va vous présenter les aides et les subventions de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et à la fin, on aura une petite session questions-réponses. Vous pouvez poser toutes vos questions et nous répondrons à la fin de la présentation. Donc aujourd'hui, la première chose qu'il faut savoir, c'est le dérèglement climatique qui a un impact majeur sur la ressource en eau, qui affecte en fait la disponibilité, la qualité et la répartition géographique de notre ressource. Ce dérèglement perturbe les cycles hydrologiques naturels et entraîne une augmentation des précipitations dans certaines régions, diminution dans d'autres où la précipitation sont déjà rares. Le dérèglement climatique, il est présenté par une hausse des températures de 2 à 3 degrés, une diminution de la recharge des nappes de 12 degrés et une diminution du début d'étiage des cours d'eau qui est présentée par 30%, ainsi qu'une modification de la répartition annuelle des précipitations. On l'a tous remarqué que 2023 était une année un peu particulière. On a vécu une sécheresse hivernale du jamais vu. Un mois de février très sec, suivi d'un mois de mars très humide. Et l'idée qu'on fait passer, c'est en fait, il faut se méfier, faut se fier des apparences des cours d'eau. Pourquoi? Parce qu'on parle des situations des nappes phréatiques où l'eau est stockée. Et on a une comparaison entre 2023 et 2024 sur la situation des nappes. Dans notre région, on a un niveau qui est modérément haut, à un niveau haut, et l'année dernière, on était en baisse. Cette année, on a un niveau stable qui est en hausse. Donc, pour parler de cette évolution des périodes de sécheresse, en, en fait, on a enregistré que la période de recharge 2022-2023 a été déficitaire sur une grande partie du territoire. En 2023, la vidange s'est poursuivie tardivement, conséquence des pluies déficitaires et d'une végétation encore active en début d'automne. La recharge s'est initiée à partir de fin octobre et elle est restée très active en novembre et en décembre. En début de cette année, en 2024, la recharge des nappes se poursuit, mais elle est ralentie sur une grande partie du territoire. Donc, on a des niveaux des nappes qui sont très préoccupantes et la recharge, elle est pas stable sur plusieurs années. Aujourd'hui, on parle des efforts engagés pour protéger collectivement notre ressource en eau. Le président de la République a présenté le 30 mars 2023 un plan eau. C'est un plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau. Et ce plan, en fait, il s'articule autour de 3 axes. Organiser la sobriété des usages, optimiser la disponibilité de la ressource et préserver la qualité de l'eau et restaurer les écosystèmes. Parmi les grands objectifs de ce plan eau, on a une réduction de 10% de prélèvement d'eau d'ici 2023. Le gouvernement a également en fait activé une cellule interministérielle qui permet d'anticiper et prévenir les risques de sécheresse sur l'ensemble du territoire. Et cette cellule, en fait, elle rappelle la mobilisation des services de l'État et ils ont sorti un guide national sur la sécheresse
C'est un document qui fixe un socle commun de mesures de restriction à mettre en œuvre selon le niveau de gravité en vigilance, alerte, alerte renforcée ou en crise. Et ça dépend de l'usage considéré domestique, agricole ou industriel. Et à la fin, le gouvernement a lancé une plateforme qui s'appelle Vigio. Cette plateforme, elle est accessible pour les particuliers, les entreprises et les agricoles. Elle permet d'informer les entreprises ou les particuliers euh, d'avoir les restrictions de sécheresse qui sont en cours localement. Faisant un focus sur la région de Pays de la Loire. Notre région, elle se situe dans le bassin de Loire-Bretagne. Et pour présenter l'état écologique des masses d'eau, c'est quoi un état écologique? En fait, ça concerne la quantité et la qualité des cours d'eau. Donc, dans le bassin, on enregistre seulement 23% qui sont en bon état. Et dans notre région, seulement 11% qui affichent un bon état écologique dans les 5 départements. Ce qui est en dessous des objectifs annoncés, sachant que ces données datent de 2019. La dernière carte présente les pressions hydrologiques sur les différents départements de la région. Et en fait, 72% des masses d'eau présentent un risque de non-atteinte du point état. Donc, ça aussi, ça présente l'impact du dérèglement climatique et la fréquence des précipitations sur les différents départements de la région. Parlons prélèvement et consommation. En fait, pour faire simple, la différence entre le prélèvement et la consommation, le prélèvement désigne la quantité d'eau prélevée dans le milieu naturel, puis elle est rejetée après utilisation, donc elle est à nouveau disponible dans le milieu. La consommation correspond à la quantité d'eau prélevée, réellement consommée. Elle est absorbée, donc elle ne peut pas être réenvoyée directement dans le milieu après usage. Donc, dans notre région, le volume annuel prélevé par usage en Pays de la Loire, euh, on a un volume de 508 millions de mètres cubes en 2022. Et le premier secteur qui prélève de l'eau, c'est le secteur de l'eau potable, suivi de l'irrigation. Et enfin, on a le secteur industriel qui prélève 25 millions de mètres cubes qui a prélevé 25 millions de mètres cubes en 2022. Pour mieux vous expliquer la carte à droite, en fait, la carte, elle présente les prélèvements d'eau douce pour les usages industriels. Et dans notre région, on a plus de 90% d'eau prélevée, elle provient des eaux de surface. Donc, ces eaux-là, en fait, ils sont le plus vulnérables que les eaux souterraines, de façon qu'elles sont très impactées par différents facteurs comme la sécheresse et la pollution. Donc, pour vous donner une idée sur les secteurs les plus vulnérables, les gros consommateurs, on a l'agroalimentaire avec des exemples de consommation d'eau. Par exemple, pour 1 kilogramme de chocolat, on consomme 17 000 litres. Pour 1 kilogramme de bœuf, 15 000 litres d'eau pour la production d'1 kilogramme de bœuf. Et pour le textile, la métallurgie, la papeterie et la chimie pharmaceutique. Aujourd'hui, il faut faire attention de ne pas oublier les petits consommateurs qui se trouvent dans des zones géographiques à risque élevé et qui sont donc très impactés par la sécheresse et par conséquence par les arrêtés cas de sécheresse et les textes réglementaires.
Passons à la partie, une démarche d'économie d'eau. En fait, pour commencer à établir une base d'économie d'eau et s'engager pleinement dans cette démarche, on a plusieurs étapes, différentes étapes à suivre. Donc, il faut se baser sur le principe des 3 R. Il faut commencer par réduire la consommation d'eau, essayer de trouver des systèmes de réemploi et recycler les eaux usées traitées en industrie. Donc, la première étape, on a la mise en place d'une démarche de management éco-responsable de l'eau. On ne peut pas maîtriser ce qu'on ne mesure pas. Donc, la première chose, c'est d'essayer d'avoir des relevés de compteurs, de mesurer notre consommation d'eau, d'identifier les différentes postes de consommation et aussi communiquer auprès des collaborateurs pour les sensibiliser sur cet enjeu. Mesurer les performances hydriques des équipements, c'est d'essayer de travailler sur les machines qui fonctionnent à eau perdue et essayer d'installer des boucles fermées ainsi que du matériel hydroéconome comme les mousseurs de robinet, les pommeaux de douche et les réducteurs de pression. Travailler sur l'optimisation des performances hydriques, ça se traduit par l'installation des réducteurs de pression. Essayer de changer les méthodes de nettoyage si on a un prestataire externe au sein de l'industrie. Chasser les fuites et essayer de contrôler et entretenir le réseau et l'état d'étanchéité de notre réseau d'eau. Et la dernière chose qu'on recommande, c'est de valoriser les zones conventionnelles. C'est essayer de récupérer l'eau de pluie pour des usages externes et de réutiliser l'eau usée traitée en sortie de la station d'épuration. Pour faire lien avec cette problématique-là, on a au sein de la CCI un programme qui s'appelle Ressourceau. C'est un partenariat avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. En fait, notre programme, il s'articule sur 3 volets. Le premier volet, c'est le recueil d'informations et cartographie des usages de l'eau. Le deuxième, c'est l'information et la sensibilisation des entreprises par l'organisation des webinaires ou des ateliers collectifs. Le troisième volet, c'est l'accompagnement individuel des entreprises et la proposition des actions concrètes pour la réduction des consommations d'eau. Pour mieux vous présenter notre programme, en fait, le programme il est éligible aux entreprises qui consomment entre 10 000 et 100 000 mètres cubes par an pour les aider à réaliser des économies d'eau et pérenniser leur activité avec les enjeux actuels sur la ressource. Ce qu'on propose aux entreprises, c'est de réaliser un état des lieux sur la gestion de l'eau, analyser les factures d'eau et les données de consommation de l'entreprise, proposer à la fin un plan d'action personnalisé et adapté pour chaque entreprise. Le programme Ressourceau, on est en 3e année et on a 36 entreprises qui ont été déjà accompagnées. Le détail de cet accompagnement, en fait, se présente par le recueil de données, notre visite terrain avec l'entreprise et les échanges avec le responsable de l'entreprise, la rédaction du rapport et le plan d'action priorisé. On restitue notre rapport à l'entreprise et on fera un suivi après 6 mois ou 1 an avec l'entreprise pour suivre l'avancement de leur projet. Je profite pour vous annoncer qu'on a une promotion cette année et seulement 30 places qui sont disponibles pour cette année. Avant de passer au témoignage, on a récemment sorti un flash diag eau dans la plateforme nationale CCI.
En fait, c'est une auto-évaluation de moins de 5 minutes avec une vingtaine de questions qui permet de tester la maturité de l'entreprise et d'identifier rapidement les pistes de développement. En fait, ce flash diag permet de présenter à l'entreprise leur profil, que ce soit novice, engagé ou expérimenté, et de fournir à la fin un livrable avec des préconisations d'actions prioritaires. Donc voilà, je passe la parole à Monsieur Laurent Amion pour l'entreprise Fleurimission. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on compte faire chez Fleury Michon par rapport à l'eau. Là, on peut passer à la slide suivante. Donc, je préparais un petit bilan pour montrer un petit peu voilà, les quantités engagées sur les sites, France. Avec les chiffres de production, la consommation donc annuelle autour de 800 000 m3, donc, ce qui représente à peu près 15 000 équivalents habitants en consommation. L'utilisation de l'eau, donc on voit qu'il y a une grosse partie qui est nettoyage, inévitablement. 30% qu'on va lier à la production, donc, que ce soit dans les recettes ou dans les techniques de process qui nécessitent de l'eau, et donc à peu près un quart sur la production de froid. Le ratio actuel, nous on suit plutôt le ratio, sur la valeur absolue avec des productions variables, c'est un peu compliqué. Donc on cherche à améliorer le ratio, donc est en bonne amélioration depuis pas mal d'années, depuis qu'on y travaille. On verra sur le graphique après. Donc là, pour s'établir à 1,58 par kilo. Et donc, c'est mis en haut 200 000 m3 utilisés en irrigation, c'est-à-dire qu'on a des stations voilà, dont l'eau de sortie est utilisée en irrigation maïs, donc l'été. 200 000 m3 à peu près sur les 780 000 consommés. Et donc sur les 570 000 rejetés par les stations d'épuration. Voilà, on peut passer à la slide suivante aussi. Donc ça, c'est pour illustrer depuis 2008 ce qui a été fait en termes de ratio, avec les consommations en valeur absolue en barre graphe dans le fond. Donc je dirais que les premières années, on est parti de presque 13 litres. Bon, on va pas se voiler la face sur une époque où on regardait moyennement aux consommations d'eau. Donc ça commençait par vraiment des actions sur les axes prioritaires qui étaient vraiment des postes de consommation qui étaient vraiment qui pouvaient être modifiés rapidement et passer sur d'autres technos ou voilà, juste faire différemment quand on commence à se soucier de la consommation d'eau. Ensuite, on est arrivé dans les périodes de sobriété énergétique, c'est-à-dire on a commencé à faire des travaux pour récupérer de l'énergie, pour notamment chauffer de l'eau, faire du chauffage. Donc ces actions nous ont amené à suivre plus forcément nos consommations énergétiques et donc l'eau, sachant que ces actions ont permis également de diminuer les consommations d'eau par un moindre engagement de vapeur pour faire de l'eau chaude ou un moindre engagement des tours de refroidissement sur les salles des machines. Et c'est également une époque où on s'est mis dans un programme d'ISO 50001 de management de l'énergie. Et donc, on a rapidement décidé d'intégrer l'eau, le suivi de l'eau, profiter de la structure de suivi ISO 50001 pour également suivre les ratios de façon mensuelle sur les sites. Donc, ça permet déjà d'augmenter largement la réactivité et de suivre, de détecter des dérives de consommation d'eau par rapport à la production. Du coup, suite à ça, on a également on s'équipe petit à petit de logiciels capables de non seulement, voilà, je me mélange un peu. On va dire qu'il faut d'abord compter. Donc, on augmente les plans de comptage sur les sites qui sont les moins équipés, parce qu'il y a des sites qui sont plus pourvus en comptage. C'est évident que pour manager l'eau, il faut d'abord mesurer. Donc, ça passe par des établissements de plans de comptage, modifier, améliorer, étendre le nombre de compteurs. Par exemple, également intégrer dans les cahiers des charges le développement de systématiquement inclure des compteurs d'eau sur les process ou les machines qui vont en consommer. Et du coup, partant de là, une fois qu'on a fiabilisé ces mesures, on commence à avoir des outils qui nous permettent de, comment dire,
de suivre, d'avoir quasiment une consommation théorique d'un consommateur d'eau et de suivre une dérive de la conso réelle par rapport à une conso théorique. Donc ça permet largement aussi de détecter des dérives et donc inévitablement de diminuer les consommations. Pour travailler aussi sur les consommations d'eau, en plus des compteurs, donc on s'est muni également d'un système de comptage externe ultrason qui permet de faire des mesures ponctuelles sur tel ou tel appareil et donc d'aller rechercher encore des sources de consommation qu'on n'aurait pas identifiées. Donc ça permet d'aller plus loin dans le, comment dire, dans le plan de comptage et dans le plan de consommation du site. Donc tout ça, ça participe à mieux maîtriser sa consommation. Voilà. Donc, ce qu'on a fait également, donc via aussi le 50 001, alors ça, j'y viendrai après, parce que là, j'ai quelques sujets intermédiaires, c'est aussi de communiquer forcément à tous les opérateurs qui ont un moyen d'agir sur les consommations d'eau, que ce soit énergie ou process, donc de donner des indicateurs et afin que les opérateurs puissent se déterminer eux-mêmes des objectifs. Mais pour ça, il faut impérativement communiquer sur les chiffres. Donc, il faut on essaye de donner de plus en plus d'accès aux consommations, aux chiffres, au nettoyage, notamment, donner au nettoyage de nuit l'accès à sa consommation d'eau chaude, d'eau froide, etc., pour pouvoir se mettre des objectifs et suivre la performance du nettoyage, par exemple. Après, ça passe sur les économies pures, donc on peut aller après sur la slide d'après. Bien sûr, c'est la recherche de quel appareil consomme de l'eau, telle pompe elle utilise tant d'eau. Donc c'est déjà vérifier que tous les process aussi consomment bien ce qui sont censés consommer et pas plus. Optimiser les tours de refroidissement, vérifier qu'on est toujours dans les meilleurs taux de concentration, etc. Après, ça peut être de l'analyse plus vraiment process, des taux de remplissage de machines qui utilisent de l'eau, donc vérifier qu'on utilise bien cette quantité d'eau pour le maximum de quantité de produits, etc. Ou travailler sur les stations d'épuration, des pré-traitements, par exemple. On a réussi à faire du lavage tamis avec de l'eau dégraissée et pas avec de l'eau de réseau. Donc voilà. Mais bon, tout ça, ça passe d'abord par la mesure et voir sur quoi on peut agir et voir ce qui semble raisonnable comme consommation et ce qui ne l'est pas. Donc ensuite, je voulais aborder donc les actions qu'on a actuellement subventionnées par l'Agence de l'eau. Donc, par exemple, on a un lavage de bande de four de cuisson, hein, qui consomme 10 000 m3 par an, ce qui est relativement énorme. Et donc du coup, on va modifier ce nettoyage pour passer à la vapeur. Et donc, il y a une économie substantielle, hein, de 10 000 m3 par an. Et donc ça, c'est un projet qui est subventionné dans le cadre de l'appel à sobriété Agence de l'eau. Refroidisseur adiabatique, donc ça, on commence. Donc, effectivement, refroidisseur ou condenseur adiabatique, c'est des techniques voilà, qui se mettent en place pour faire des économies sur les retours de refroidissement. Donc, bon, alors, c'est toujours pareil, hein, ça a un coût. Donc, bon, c'est facile à dire, mais le problème de ça, je dirais, c'est que ça consomme exclusivement en période d'été quand on nous demande de moins consommer. Donc, ça, c'est un peu problématique. Mais bon, globalement, sur l'année, ça consomme quand même beaucoup moins. Étude de récupération d'eau de pluie, donc ça, on a un site qui, je dirais, permet d'étudier ça par une grande surface couverte et on a la chance d'avoir des anciens bassins qui sont disponibles pour le stockage, puisque pour stocker 25 000 m3, bon voilà, c'est pas forcément évident. Si on n'a rien du tout, ça peut complexifier un peu le projet. Du coup, on étudie la faisabilité de ce projet avec une aide pour l'étude de l'Agence de l'eau également pour voir ce qu'il faut faire pour récupérer cette eau et la réutiliser. Donc, pour l'instant, essentiellement sur les systèmes de refroidissement. Et donc, ce serait déjà pas mal. Après, on verra avec les nouveaux décrets qui sortent ce qu'il est possible de faire. Mais bon, voilà. On a déjà alimenté la partie service énergie avec cette eau-là, ce serait déjà pas mal. Et donc, on fait également une étude de reuse en sortie de step, hein, mais comme ça a été précisé tout à l'heure, c'est un peu la dernière chose à envisager quand il n'y a plus de réduction à faire en amont, quand il n'y a pas d'économie possible. Donc, mais malgré tout, sans parler d'y aller tout de suite, on regarde tous les aspects de cette reuse, donc de savoir jusqu'où on peut aller en termes de recyclage.
où on peut réutiliser l'eau. Donc ça, c'est un petit peu en train de s'éclaircir en ce moment. Mais on regarde aussi l'impact d'envoyer un rejet plus concentré dans le milieu, donc ce qui peut aussi poser des soucis vis-à-vis de l'acceptabilité milieu, etc. Donc c'est un peu la dernière chose à mettre en œuvre pour moi. Après, peut-être qu'on sera obligé d'y aller, mais bon. Le but, c'est déjà de regarder comment ça peut s'articuler, ce genre de choses, et qu'est-ce qu'on peut faire et à quel prix. Voilà, à peu près Ok. ce que je peux vous dire. Parfait. Ben, je vous remercie pour ce témoignage et pour la présentation des différentes actions que vous avez mises en place pour la réduction de votre consommation d'eau. Je laisse la parole à Lucille Rosnet pour la présentation des aides et des subventions de l'Agence de l'eau. Bonjour à tous, je vais présenter rapidement, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et après je présenterai les aides surtout dédiées aux économies d'eau. Les agences de l'eau, il y en a 6 en France qui ont un objectif commun, ça va être d'accompagner techniquement, financièrement les acteurs, du territoire, donc publics et privés, pour la préservation et la valorisation de la ressource en eau et de la biodiversité. Tu peux passer à la slide suivante, Shaima. Hem Voilà, on a un objectif commun, dont Shaima a parlé tout à l'heure, c'est le bon état, l'atteinte du bon état qualitatif et quantitatif des masses d'eau, qui est censé être en 2027, ce qui ne sera probablement pas le cas, mais voilà, on y travaille. On va donc travailler sur différents piliers qui vont être communs à toutes les agences de l'eau. On aura la partie de gestion et partage de la ressource, dans lequel les économies d'eau, seront intégrées. La préservation des eaux côtières, la préservation, la restauration des milieux aquatiques, des cours d'eau et des zones humides et enfin la réduction des pollutions, renvoyées au milieu, des micro et macro-pollutions. Les agences de l'eau, on fonctionne, avec des programmes de 6 ans. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc voilà, à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, on en est au 11e programme qui est de 2019 à 2024. Donc fin de l'année, c'est fin du programme, ce qui fait qu'on a un calendrier un peu spécifique, je vais préciser ça. Mais donc sur le 11e programme, on a eu 2,33 milliards d'euros, pour toutes les actions et tous les acteurs. Donc ce qui était vraiment dédié aux acteurs privés, vous avez, la partie lutte contre les pollutions, des activités économiques et après partie économiser, partager l'eau et restaurer les milieux aquatiques et préserver la biodiversité. Donc ça, c'était pas uniquement dédié aux industriels, mais voilà, il y avait une partie, qui était, pour les industriels et si on fait un peu le bilan sur tous les acteurs économiques non agricoles, c'était 120 millions d'euros, qui leur étaient destinés. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en fin de programme en 2024. Donc tout ce que je vais vous dire par la suite est vrai jusqu'à fin 2024 et en 2025, on a un nouveau programme, le 12e programme. Il y aura probablement des nouvelles modalités, des nouveaux taux d'aide que je ne connais pas encore. Voilà, ça on le saura, un peu plus tard et donc ce qui veut dire que pour une demande d'aide, pour n'importe quel, sujet, pas forcément les économies d'eau, vous avez jusqu'à, on va dire, la fin de l'été pour la déposer, pour qu'elle soit traitée parce qu'en fin d'année, on n'aura plus d'enveloppe budgétaire et ce sera voilà, faut traiter les dossiers, assez vite. Donc voilà, c'est un peu la deadline qu'il faut retenir, pour une demande d'aide globale sur les modalités, c'est, fin de l'été. Ouais, tu peux passer à la diapo suivante, Shaima. Ensuite, en plus des modalités standards, l'agence a lancé un plan de résilience qui faisait suite au plan eau, gouvernemental. Il a été lancé en 2023 avec une enveloppe de 100 millions d'euros et a été renouvelé en 2024 avec 120 millions d'euros. Donc sur ce plan de résilience, on a 3 appels à projets. Le premier, ça va être les réseaux fuyards, donc ça va concerner les collectivités puisque ça va être sur les fuites, dans les canalisations d'eau potable. Le deuxième, ça va être la renaturation, villes et villages, dans lequel il y aura une partie qui peut intéresser les activités économiques, qui va être la gestion intégrée des eaux pluviales, donc l'infiltration des eaux au plus près de là où elles tombent. Et le dernier qui va être l'appel à projet sobriété des usages, donc là que je vais détailler, qui va concerner tout ce qui est des économies d'eau. Tu peux passer à la slide suivante. Dans cet appel à projet, on a une enveloppe de 50 millions d'euros. L'appel à projet, il a ouvert au 1er janvier 2024 et il se clôt au 30 juin 2024. Donc ça veut dire que le 30 juin 2024, c'est la date limite pour déposer une demande sur démarche simplifiée. Dans cet appel à projet, on peut aider des travaux et des études, comme ce que monsieur Amiot a présenté juste avant, sur, des réductions de consommation ou de prélèvement en eau. Donc ça va être, des études, du modification de process, du matériel hydroéconome par exemple, ça peut être du recyclage, de la réutilisation, de la récupération d'eau de pluie.
peu importe, il faut que derrière, il y ait un volume net d'économie justifié. Donc que la situation avant et après travaux, on ait un volume de réduction nette. C'est pas que le ratio qui est regardé. Donc dans cet appel à projet, on peut financer jusqu'à 70%. Je dis bien jusqu'à 70% parce que sur toutes les activités économiques, on applique l'encadrement européen, que je présenterai juste après. On peut monter jusqu'à 80% en zone de répartition des eaux. Il y en a assez peu en Pays de la Loire, si ma mémoire est bonne, je ne les connais pas par cœur. Et après, dans cet appel à projet, on a un coût de référence de 20 € du mètre cube. C'est-à-dire que si vous venez avec un projet en nous disant moi, ce projet il me permet d'économiser 1000 mètres cubes, on fait 20 fois 1000, ça nous fait 20 000, et ça nous fait notre coût éligible auquel on va appliquer notre taux d'aide. L'avantage de l'appel à projet, c'est que le 20 € du mètre cube, il peut être dépassé. Il faut que ce soit justifié. Il faut quand même qu'on dise pourquoi ça coûte plus de 20 € du mètre cube pour d'économie. Voilà. C'est un peu la petite subtilité de l'appel à projet, c'est qu'on passe de 50 à 70%. Donc c'est le 50 qui est barré, c'est les modalités standards, et que le coût plafond de 20 € du mètre cube devient un coût de référence, qu'on peut aller au-delà. Voilà. Et donc dans cet appel à projet, par contre, il y a 2 petites choses d'économie d'eau qu'on ne subventionne pas, qui sont subventionnées sur les modalités standards, mais pas sur l'appel à projet. Donc c'est la slide suivante normalement. Ça va être les travaux de réutilisation d'eaux usées traitées en externe, pardon. Donc par exemple, un industriel qui va réutiliser l'eau de sa propre steppe sur son site, ça c'est de la réut en interne. Donc ça, on le finance sur l'appel à projet. Mais un industriel qui va aller chercher les eaux de la collectivité, de la steppe collectivité pour son usage, c'est de la réut externe. Donc on ne le finance pas sur l'appel à projet. Mais on le finance quand même sur les modalités standards. Le taux est à 50% maximum. Et ça va être pareil sur la substitution des prélèvements impactants. Ça, je vais être honnête, je n'ai pas vu de dossier passer pour l'instant, mais on peut le financer. Voilà. Et donc enfin, les règles un peu générales sur toutes les aides de l'agence, c'est pas que sur les économies d'eau. On a un coût minimum, donc plusieurs coûts minimums. Même pour les travaux, il faut avoir un coût minimum de 8 000 € hors taxe. Pour des études, c'est 5 000 €. Et à la fin, il faut que l'aide de l'agence soit de minimum 3 000 €. Ça, c'est des règles, on ne peut pas passer outre. C'est comme ça, et c'est pas que pour les économies d'eau, c'est pour tous les travaux. Et ensuite, tout à l'heure, je parlais du RGEC, du règlement de l'encadrement européen, donc le règlement général d'exemption par catégorie, qui limite les taux d'aide possibles. Ça va être en fait le cumul de toutes les aides publiques qui sera limité à ces pourcentages. Donc pour des travaux, vous avez 40% pour une grande entreprise, 50 pour une moyenne, 60 pour une petite. Et pour des études, c'est 60 pour une grande, 70 pour une moyenne et 80 pour une petite. Et ça, c'est des taux, voilà, donc les grandes, moyennes et petites entreprises, c'est la définition européenne qui est utilisée. Souvent, on a des industriels qui nous disent qu'ils sont des ETI, entreprises de taille intermédiaire. Voilà, nous, on ne fonctionne pas avec ce terme, donc il faut arriver à se classer dans grande, moyenne ou petite entreprise. Et pour finir, à la dernière slide, normalement, il y a tous les contacts sur l'agence Loire-Bretagne. Donc en Pays de la Loire, moi je suis sur le 44-85 et maintenant tout le 49. Avant, j'avais que le sud. Et vous avez ma collègue Karine Leu qui fait la partie nord Pays de la Loire et même un peu plus parce que notre territoire s'étend au-delà du Pays de la Loire. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je vous en prie. Merci Lucie pour cette présentation et pour ces explications. Est-ce que vous avez des questions sur la conversation? Alors, il y a une question pour Monsieur Amiot. À quoi faites-vous référence quand vous parlez de reuse sur votre étude? Serait-il similaire à une reuse par hasard? Oui, alors oui, moi je dis reuse. De ce que j'en connais, c'est la même chose, mais ça se crée pas pareil. Mais oui, on parle bien de la même chose, de réutilisation d'eau traitée, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous laisse poser vos questions dans la partie conversation. Monsieur Amiot et Lucie, je ne sais pas si vous avez d'autres compléments, à rajouter. Moi, je pourrais dire en reprenant un peu les réduire, puis recycler, puis réutiliser. Je ne l'ai pas précisé dans ma présentation, mais voilà, nous, on est très vigilants à ça. Si un industriel vient nous voir avec un super projet de réut ou de reuse, du coup, c'est la même chose, on peut l'aider, mais on va quand même regarder ce qui a été fait en amont pour réduire
à l'amont, faire des petites boucles de recyclage avant d'aller utiliser l'eau de sortie de step dans son process. Et aussi dans les projets de reuse, ce que disait aussi Monsieur Amiot, on va être vigilant au rejet et du coup à la concentration des rejets et au débit d'étiage des cours d'eau. Ouais, effectivement, c'est très important. Je vois une autre question. Seulement les dispositifs de réduction des consommations sont éligibles aux aides ou les dispositifs de comptage également. Il me semble Les que c'est... dispositifs de Ouais. comptage, on pardon, ouais, on les aide, dans le cadre d'une étude qui peut être faite en interne. Donc voilà, faut quand même, on aide la mise en place des compteurs et de la télérelève, mais ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait une petite étude en interne qui soit faite de comment ils sont reliés à la GTB, comment ils sont exploités et qu'est-ce que vous en faites. Globalement, c'est ça. Pas une étude, énorme non plus. Lucille. J'espère que ça répond à la question. Monsieur Amiot, est-ce que vous avez d'autres des conseils à apporter aux entreprises pour les inciter et pour avoir le déclic de s'engager vers une démarche d'économie d'eau? Ouais, le prix de l'eau va augmenter. C'est une bonne motivation déjà. Quoi dire je sais que ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de sensibiliser les gens, donc de faire intervenir des extérieurs. Donc, il y a Vendéo qui se propose de venir nous faire des présentations de la ressource aussi pour que les gens sur le terrain aient aussi un œil extérieur sur d'où est-ce que l'eau vient, par où on est alimenté, de quel barrage, c'est quoi les ressources de la Vendée, qu'est-ce que nous on représente par rapport aux ressources qu'il y a dans le département, etc. Enfin, que les gens puissent avoir aussi une autre vision que uniquement l'utilisation de l'eau chez nous. Par expérience, je sais que ça mène toujours à une réflexion un peu différente et donc ça peut faire aussi progresser les mentalités. Et après, c'est parce qu'il y a ce qu'on peut faire techniquement, hein, mais il y a aussi beaucoup de management, d'explications, d'informations à donner pour, et des indicateurs aux gens aussi pour qu'ils puissent suivre la performance de ce qu'ils font, bien évidemment. D'accord, ok. Euh, et aussi, vous l'avez pas précisé, mais euh, 3 sites de Fleury-Michon, ils ont été accompagnés par la CCI Pays de la Loire dans le cadre de ressources eau. Tout à fait. Oui. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'avancement dans ce cadre-là, l'avancement de vos projets, de vos actions qui ont été mises en place? Ouh là là, alors, parce que j'ai pas mal de dossiers. Alors, c'est pas forcément dans ceux-là où j'ai remis le nez récemment, mais je sais que les actions, de toute façon, qu'on avait listées avec Elsa Lorty, c'est des actions qui sont en cours de développement. Alors, là, je les ai pas sous le nez, je sais pas exactement. Je sais qu'il y a des projets, en tout cas, qu'on a identifiés sur des sites, mais qui peuvent pas être réalisés techniquement tout de suite. Donc, c'est des projets qui sont en cours de réflexion. Je pense à un des sites notamment, voilà, où on a travaillé. Donc ça, c'est un projet qui est toujours en cours de réflexion et qui techniquement ne peut pas être mis en route tout de suite. Donc ça, c'est en cours d'étude. Et après, je pense qu'il y avait la mise en place d'un osmoseur également sur un site, notamment pour alimenter les tours de refroidissement avec un mix d'eau différent qui permet d'augmenter les taux de concentration et de baisser les consommations. Donc ça, c'est en cours de mise en service également. Et donc, je pense qu'après, on avait listé également le projet de Reyout là sur TLM et donc et puis le projet de récupération d'eau de pluie. Donc ça, ce projet de récupération de pluie, c'est en cours d'étude avec le bureau d'études et donc voilà, on a fait une petite réunion intermédiaire. On attend d'avoir voilà la finalisation de l'étude pour voir où ça nous amène financièrement. Mais je pense Oui. que sur les sites qui étaient considérés, puis donc le tapis de lavage, ça c'est quelque chose qu'on avait vu, là, le nettoyage de passer à l'eau à la vapeur. Donc ça, c'est en cours également de réalisation. Donc c'est pas encore en service. Donc on attend que ce soit tout monté et qu'on puisse faire le delta entre l'eau qu'on consommait avant et la vapeur ramenée en litre d'eau dès que ce sera installé. Mais tout ça, c'est en cours de réalisation. D'accord, ok. Merci pour ces précisions.
Que vous avez d'autres questions, les, les participants qui sont encore sont là, n'hésitez pas, à participer, à apporter vos réactions en utilisant la partie conversation. Euh, un dernier élément, je vous mets quand même les contacts des conseillers à la CCI, aux différentes CCI départementales pour toutes vos questions qui concernent la transition écologique ou le développement durable. Vous avez les différents conseillers qui sont à votre disposition. Je vous mets également le lien de l'enquête de satisfaction. N'hésitez pas à aller répondre à cette enquête. Hmm. Si vous n'avez pas d'autres éléments à ajouter et si vous avez, il n'y avait pas de questions à rajouter dans le chat, je vous remercie pour votre attention. Je remercie les interventions, les intervenants pardon, pour leur participation. Et je vous mets en contact pour toute question sur le programme Ressourceau et l'accompagnement de la CCI sur le sujet de la gestion de la ressource en eau. Et je vous ai mis un QR code pour scanner l'enquête de satisfaction pour notre webinaire Économie B. Voilà, merci à tout le monde et je vous souhaite un bon après-midi et à très bientôt.